2022 est sorti Halloween Ends, la conclusion d'une saga entamée en 1978. Beaucoup ont été déçus, dont moi, mais pas pour les mêmes raisons. Avant de parler du film en lui-même, je vais parler de toute la franchise Halloween, donc attention spoilers pour ceux qui les ont pas vus. Halloween de John Carpenter est objectivement très bon. La mise en scène est soignée, le film est thématiquement assez intéressant, et il est le précurseur de tous les slashers sortis après lui. Le problème, c'est que si en 1978, le film devait être assez terrifiant, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Le film est tellement devenu culte que ses codes sont rentrés dans la culture populaire, ce qui fait que, avant même d'avoir vu le film, on sait déjà ce qui va s'y passer. C'est pas la faute du film, mais il a perdu son côté novateur. Par exemple, toutes les scènes du quotidien. En 1978, ça marche. Tu ne sais pas comment le film va se dérouler, donc pendant ces scènes, tu flippes. À notre époque, tu sais déjà, donc tu t'ennuies. C'est comme les Paranormal Activity. Quand j'ai vu le premier, j'ai eu ultra peur. Même quand il se passait rien. Par contre, quand j'ai vu Tokyo Night, la pseudo-suite, mais qui est plus un remake déguisé, je connaissais déjà les codes. Je savais déjà à peu près ce qui allait s'y passer. Donc, le film ne m'a pas fait peur. Passons à Halloween 2 de Rick Rosenthal. Nous de Laurentiis présente Halloween 2, produit et écrit par le génie du suspense, John Carpenter. J'adore la première partie du film, à savoir quand personne ne sait où est Michael Myers et où la police le traque. Il y a un réel suspense qui s'installe et c'est prenant. Mais dès que Michael Myers arrive à l'hôpital, le film devient un slasher, tout ce qu'il y a de plus banal. Les meurtres s'enchaînent sans aucun panache. La pire scène pour moi reste la scène du jacuzzi. Entre le fait qu'un jacuzzi soit présent dans un hôpital, ce qui est assez spécial quand même, que la scène ne sert qu'à montrer un peu de nudité pour plaire aux ados, et qu'elle dure trop longtemps, je la déteste. Je vais pas trop m'étaler sur Halloween 3 car il n'y a pas beaucoup de choses à dire. À part la fin et le message anticapitalisme bien développé, il n'y a rien à sauver. Les personnages sont inintéressants, le scénario est digne d'un mauvais épisode de la série Chair de poule, et le rythme est soporifique. Après cette catastrophe, j'ai décidé de ne pas voir ni Halloween 4, ni Halloween 5, ni Halloween 6, ni Halloween 20 ans après, et ni Halloween Résurrection. Et je crois que j'ai bien fait. Ouais, clairement. Quelques mois plus tard, j'ai entendu parler du reboot de Rob Zombie. Et les intentions du réalisateur pour relancer la franchise me paraissaient intéressantes et très bien trouvées. Donc en voyant le film, je m'attendais à un super film. Quelle ne fut pas ma déception. Pour analyser le film, on va le décomposer en deux parties. Les 40 premières minutes qui sont totalement originales et les 1h10 suivantes qui sont reprises du film de John Carpenter. La première partie essaie d'être un thriller psychologique montrant la transformation du jeune Michael Myers, enfant un peu dérangé, jusqu'à se devenir The Shape. Le problème est que Rob Zombie n'a pas l'air de comprendre le principe de descendre dans la folie. Au bout de 10 minutes de film, Michael commet déjà un meurtre. Celui d'un gamin qui embêtait à l'école. Et au bout de 25 minutes, Michael en commet 3 de plus. Il n'y a aucun événement assez grave pour justifier ce basculement dans la folie meurtrière. On n'est absolument pas dans un film comme le Joker, qui nous montre bien toutes les étapes. Là, ça va aussi vite qu'une voiture de course. Surtout que ça rend les scènes de l'asile beaucoup moins intéressantes. On est censé croire entre guillemets, parce qu'on sait déjà comment ça va finir, que Michael puisse être soigné par le docteur Loomis. S'il n'avait tué que sa sœur, comme dans le film de 1978, ça aurait marché. Et son rebasculement dans la folie meurtrière, quand il tue l'infirmière, aurait été tragique. Mais là, il a déjà buté 4 personnes. Donc non, j'y crois pas. Aussi, le thriller psychologique nécessite d'avoir des personnages complexes, profonds et pas trop clichés. Rob Zombie décide de nous sortir une famille redneck, ultra abusée, où la mère est stripteaseuse
et le beau-père alcoolique, et disant ça en voyant sa belle-fille. Merde, cette petite chienne a un joli cul baisable. La deuxième partie du film, elle, essaie de reproduire le charme et le suspense du film original. Le problème, c'est que Rob Zombie ne sait pas faire du John Carpenter. C'est normal, c'est pas son style. Le problème, c'est qu'il essaie tellement qu'on assiste en fait à une copie Wish du premier avec juste plus de gore et plus de nudité. Surtout que les défauts de l'original sont amplifiés. Le groupe de filles était un brin énervante dans l'original. Elles sont carrément exécrables dans celui-ci. Elles sont hautaines et capricieuses. Alors oui, c'est réaliste. Mais comment je peux m'attacher à elles ? Après, un réalisateur peut réussir à nous faire s'attacher avec des personnages pleins de défauts. Mais il faut les développer, pour faire des personnages complexes. Et Zombie ne le fait pas. Ah si, il essaie, une fois. Je vous laisse en juger. Allô? Ça va, maman? Quoi de neuf, ma vieille? Pas grand-chose. Ça va, toi? Tu vois, je réfléchissais à ce qu'Annie a dit tout à l'heure, à propos de l'histoire de meneuse de claques. Et tout à coup, ça me fait un peu chier. Tu n'es pas de cet avis-là? J'ai jamais pensé que t'étais une salope, sois pas ridicule. Qui fait ça? Déjà, la question est un peu bizarre. Mais en vrai, pourquoi pas? Elle demande à Laurie si elle croit que ce qu'on dit sur elle est vrai. Des potes peuvent se demander ça. Le problème, c'est le contexte. Dans la réalité, cette question peut arriver quand tu croises quelqu'un et que tu entames une discussion. Tu l'appelles pas au beau milieu de la nuit pour la lui demander. Après, peut-être que Rob Zombie s'est amélioré pour la suite. Non. C'est même encore pire que le premier. Le film commence par un rêve, où Laurie est traquée par Michael. L'idée en soi est bonne, car ça donne une note d'intention, vu que le réalisateur Rob Zombie illustre tout ce qu'on pouvait attendre d'une suite, et balaye ça d'un revers de main. Ça montre aussi la peur profonde de Laurie d'être retrouvée par son frère. Le problème est que le rêve dure 20 minutes. 20 minutes, bon sang, sur un film d'1h40. C'est un gâchis de temps pour quelque chose de faux. Surtout que c'est en fait une grosse arnaque, vu que Michael, dans le reste du film, est revenu à la vie. Et le seul moment qu'il explique est dans le rêve. Laurie est devin maintenant ? C'est du n'importe nawak et c'est que le début. Après ce cauchemar, on va suivre le quotidien de Laurie, qui à cause de son traumatisme suite aux événements du film précédent, est devenue gothique, fan de rock et végétarienne. Oui, je rigole pas, c'est vraiment dans le film. On la voit traîner avec son groupe de copines. Bon, il y en a une qui est morte dans le film précédent, mais elle reste toujours énervante. Elles font leur vie, ce qui n'est pas très intéressant à voir. Pendant ce temps, on suit aussi le road trip de Michael jusqu'à Haddonfield, qui consiste à des meurtres mal filmés, mal cadrés, donc on comprend rien à ce qui se passe. Après, Michael arrive à Haddonfield au bout d'1 heure, et le film ne décolle toujours pas, c'est long. Jusqu'à qu'on arrive à la fin, qui est incroyable. Je précise, la fin de la coupe cinéma, et non de la director cut, car je ne l'ai pas vue. Donc déjà, il règne une ambiance cauchemardesque et malsaine, avec une Laurie assaillie par des visions du fantôme de sa mère, soulignée par des mouvements de caméra saccadés et imprévisibles. La tension monte avec les policiers encerclant la maison, puis arrive le sacrifice du docteur Loomis, qui se repent de toutes les mauvaises décisions qu'il a prises les films précédents. Une scène émouvante et impactante. On finit en apothéose avec Laurie, qui devient folle, soulignée par le fait que c'est le seul moment dans le film où on entend la musique iconique de John Carpenter.
Une décision intelligente que je salue. Si les deux films avaient été comme ça, j'aurais adoré, mais malheureusement, non. Vous comprenez bien que je n'aime pas la saga Halloween. En tout cas, je ne l'aimais pas, jusqu'à qu'arrive Halloween 2018 de David Gordon Green. Ce film ignore toutes les suites du film original et se place comme la seule suite qui existe. Et ce film est ultra bien. Green reprend la mise en scène de John Carpenter, mais la modernise pour faire peur à un public moderne. Et ça marche. Le film est vraiment oppressant, ce qui nous fait guetter chaque plan de peur d'apercevoir Michael. On est vraiment face à un thriller horrifique qui prend aux tripes. Ce qui est cool aussi, c'est que Green se sert du fait que le film est un scénario très proche de l'original pour montrer les différences et pour illustrer le passage du temps. Là où Laurie s'apercevait de la présence de Michael dans l'original parce qu'elle était une fille calme et attentive, ici c'est à cause de sa paranoïa et de son obsession. Une petite différence sur le papier, mais une grande différence dans ce que ça raconte. En prenant cette structure, Green arrive aussi à nous surprendre. Par exemple, le docteur s'occupant de Michael, qu'on prenait pour un simple clone du docteur Loomis, est en fait un psychopathe, fasciné par le serial killer, et essayant de comprendre ses motivations, le faisant s'affronter avec Laurie. On peut faire une analogie entre ce docteur et le réalisateur, qui lui aussi à travers son film, essaie de comprendre les réelles motivations du personnage, en le ressortant du placard et en le confrontant à Laurie. En parlant de Laurie, j'aime beaucoup le fait que la révélation de son lien de fraternité avec Michael dans Halloween 2 était enlevée. Pas parce que je n'aimais pas l'idée, elle était sympa, mais bien parce que ça permet à Michael de retrouver l'ambiguïté qu'il avait dans le premier film. J'aime bien aussi l'arc narratif, où on montre comment sa rencontre avec le tueur a fait que Laurie est devenue indésirable à la fois dans la société et même, plus tragiquement, dans sa propre famille. Sa fille Karen va donc devoir comprendre que sa mère n'était pas si en tort que ça. Elle va renouer avec elle, ce qui est très bien amené. Plus tard arrive Halloween Kills. Je vais essayer de trouver une phrase qui résume ce que je pense du film. Ah oui, j'ai trouvé. Ce film est le The Dark Knight de la franchise Halloween. What? Je précise, je ne dis pas que le film est aussi marquant que The Dark Knight. Je dis juste que les deux films ont de nombreux points communs. On parle quand même d'un film qui montre les conséquences sur une ville de l'arrivée d'un homme qui représente le mal ultime. Les habitants de cette ville vont être poussés dans leur dernier retranchement, vont devenir violents et incapables de réfléchir, à cause de l'effet de foule et de la peur provoquée par le méchant. Le mal va réussir peu à peu à corrompre la ville, malgré les efforts des héros, jusqu'à arriver à une fin pessimiste. Là, je suis sûr que beaucoup de gens regardant la vidéo vont me dire « Il y avait ça dans le film ?» Eh oui, il y avait ça. Le problème, c'est que presque tout le monde est passé à côté du message. Et le film s'est donc payé une très mauvaise réputation. Alors qu'objectivement, c'est le meilleur film Halloween. Bon, peut-être pas le meilleur film Halloween, mais en tout cas, c'est mon préféré. David Gordon Green réussit à faire une œuvre profonde, examinant les démons de l'Amérique moderne, tout en respectant les codes du film slasher classique. C'est une subversion subtile, mais bonne du modèle. Par exemple, toute l'intrigue des miliciens. Si on avait été dans un autre film Halloween, ce seraient eux les héros. Mais là, Green en profite pour faire une critique de la justice expéditive, en nous montrant que les miliciens ne sont que des gens apeurés et en colère, qui croient que leurs armes vont les protéger, alors qu'en fait, ils vont se faire massacrer un par un. Leur seule victoire, entre guillemets, sera la mort d'un innocent, qu'ils ont pris pour Myers. Les miliciens sont aussi le reflet de Laurie. Comme elle, ils ne pensent qu'à tuer Michael. C'est ce qui cause leur déchéance. En étant confronté à eux, Laurie se rend compte de ses propres erreurs, comprend que la violence n'arrivera jamais à bout de quelqu'un comme Michael. C'est même pour cela qu'une idylle s'installe entre elle et le policier. Elle sort tout doucement de sa spirale vengeresse et autodestructrice pour se rapprocher des autres. Un autre point fort du film est sa mise en scène.
C'est le film où Michael est le plus iconique et où il a l'air le plus dangereux. Rien que la scène de la sortie de la maison en flammes est une merveille. Visuellement, c'est ultra beau. David Gordon Green profitant du feu pour nous offrir des images marquantes, jouant sur le clair-obscur. Ce qui fait qu'à des moments, Michael n'est plus qu'une ombre menaçante, caractérisant bien son côté pernicieux et invisible. Aussi, Green ne lésine pas sur la violence, pour bien nous faire comprendre que Myers n'est pas venu là pour rigoler. Non, nous allons enfin nous attaquer au sujet de la vidéo. Halloween Ends. Qu'on soit clair, Halloween Ends est un bon film. Pas aussi bon que les deux précédents, mais quand même très agréable à voir. Le problème, c'est qu'il est en revanche une très mauvaise fin de trilogie. On va décomposer cela en 2 points. Corey Cunningham et Michael Myers. L'intrigue de Corey est le prolongement de la fin du précédent, à savoir que Michael Myers a tellement corrompu la ville que même des gens bons comme Corey peuvent être transformés en monstres. Le premier problème est que sa transformation va trop vite. Alors certes, c'est sa rencontre avec Michael qui le corrompt, mais ça excuse pas tout. On sent que Green se débat avec la forme 1h40 du slasher. Le deuxième problème est sa romance avec Allison. Dès leur première rencontre, c'est le coup de foudre, ce qui est assez étrange. Je rappelle que dans le précédent volet, Allison a perdu sa mère et son petit copain. Je ne crois pas qu'un an plus tard, elle se soit totalement remise. Surtout dans une trilogie où on montre que des événements ayant eu lieu des dizaines d'années plus tôt ont toujours des répercussions graves. Surtout que cette romance va la conduire à rejeter violemment Laurie, sa propre grand-mère. Un gars qu'elle a rencontré il y a même pas une semaine, plus important que celle qui lui a sauvé les fesses il y a même pas un an, pas très crédible. Mais en fait tout ça, ce ne sont que des détails. Le vrai problème se trouve dans comment finit le personnage. Corey décide d'attaquer Laurie, car elle lui fait obstacle, mais Laurie arrive à lui tirer dessus. Puis quelques minutes plus tard, Michael achève le jeune homme. Pourquoi ? Ça fait que tout le film est inutile, que la transformation de Corey n'a en fait servi à rien. Surtout que cette fin suggère que personne ne pourra jamais devenir aussi mauvais que Michael, ce qui va à contrario de la fin de Kills. Passons au deuxième point. Dans le précédent, Michael était au sommet de sa puissance, se nourrissant du chaos et de la peur dans la ville. Et on voit au début d'Halloween Ends que la ville ne va pas mieux, du tout. Elle est en pleine décrépitude et les seuls citoyens encore présents sont désabusés ou comme les jeunes harcelant Corey, ivres de violence. Alors pourquoi Michael est si affaibli et se cache dans les égouts ? Il devait être au top de sa forme. Certains ont dit que c'était parce que Laurie était passée à autre chose. Sauf que les 2 précédents films de la trilogie nous ont bien montré que Laurie n'était rien pour Michael, qu'il n'avait essayé de la tuer dans Halloween 1978 que parce qu'elle s'était approchée de sa maison. Donc même symboliquement, elle ne devrait pas la fêter. La deuxième trahison du personnage arrive quand il épargne Corey. L'explication que suggère le film serait que Michael a fait exprès de ne pas le tuer pour corrompre le jeune homme afin de regagner des forces. D'accord, sauf que ça reste incohérent. Michael représente le mal abstrait, sans but précis. Il ne tue que parce que c'est dans sa nature. Le fait que les gens d'Haddonfield deviennent mauvais à cause de ça n'est pas une intention volontaire. Ni Michael ni la ville ne veulent ça, c'est juste un cycle sans fin. Plus Michael tue, plus la ville devient pourrie. Plus la ville devient pourrie, plus Michael devient puissant et donc tue encore plus de gens. Donc faire qu'il élabore un plan machiavélique pour redevenir puissant, c'est un contresens pour le personnage. On revient à ce que voulaient éviter Carpenter et Green en lançant la trilogie, savoir rationaliser Michael. Le prochain moment incohérent arrive quand Corey vole le masque de Myers. Non pas en le prenant par surprise comme le faisait Karen dans Halloween Kills, mais en combat en corps à corps. Ce qui finit d'éliminer le peu de menaces qu'on pouvait ressentir. Myers n'est plus le croque-mitaine, c'est maintenant Papy Jojo. Mais je crois que ce que je trouve le pire pour le personnage, mais surtout pour la trilogie, est comment Michael meurt. À la fin d'Halloween Kills, je me demandais comment vont-ils faire pour battre Michael dans Ends sans utiliser de violence. Car je le rappelle, Halloween Kills montrait bien
que utiliser la violence rendait le serial killer plus fort. Bah, David Gordon Green a préféré tricher. Il nous refait un combat Laurie-Michael qui finit sur Michael mourant d'hémorragie parce que Laurie lui a tranché les veines. Donc la morale sur la violence est totalement gâchée. Surtout que cela crée des incohérences dans tous les films de la chronologie. Pourquoi Michael n'est pas mort dans Halloween 1978 alors qu'il s'est fait tirer dessus plein de fois? Pourquoi Michael n'est pas mort lors de l'incendie à la fin du Halloween 2018 alors que tout son corps a brûlé? Et pourquoi Michael n'est pas mort après avoir été tabassé à la fin d'Halloween Kills? Je suis assez triste que cette trilogie finisse comme ça. Elle méritait mieux. Voilà, la vidéo est finie.